Place offshore, prostitution, paradis fiscaux, trafic de drogue, gestionnaire de fortune, pillage des ressources naturelles. Tout semble opposer les institutions bancaires et les organisations criminelles. Tout à un détail près. Dans leur quête incessante de nouveaux marchés, les mafieux s'invitent dans les cercles de pouvoir avec un impératif: dissimuler leur argent. En un siècle, la criminalité organisée en col blanc impose sa marque dans le monde des affaires et de la finance internationale. C'est l'histoire de cette alliance criminelle entre mafia et banque que ces trois films racontent. Ça fait quelques jours que j'y pense. Quelqu'un doit savoir la vérité sur ce que j'ai fait, sur mon histoire. Je te dirai tout. Je cacherai rien. Mais à une condition. Il faut que tu me promettes de ne rien publier, même en partie, pendant 10 ans après ma mort. En 1960, Charles Lucky Luciano, le parrain de la mafia new-yorkaise en exil, se confie à un écrivain américain. Il lui raconte dans un langage cru son parcours au sein du crime organisé et lui dévoile les détails de la création de Cosa Nostra aux États-Unis. Pour Lucky Luciano, les affaires sérieuses commencent au début des années 1920 à Manhattan, au temps de la Prohibition. On contrôlait des usines, des entrepôts. On avait des exportateurs et des importateurs. Évidemment, on n'avait pas d'impôts à payer comme la General Motors. Mais ça ne voulait pas dire qu'on n'avait pas des charges considérables. On graissait la patte aux flics et aux politiciens. Ça rentrait dans les frais généraux, comme dans n'importe quelle affaire. New York was crucial in two ways to the story of Prohibition. The first was simply its geography. New York was a central entry point for all of the illegal alcohol coming into the country. It was the beginning of the train lines. It was a major port. But secondly, it was the key place where financial capital and political influence came together in America. Dans les années 1920, Wall Street est une place forte de la finance internationale. Le dollar n'a pas encore conquis le monde, mais les banquiers de Manhattan sont les prescripteurs d'un capitalisme ivre de sa richesse. À quelques blocs de Wall Street, dans le Lower East Side, le contraste est brutal. Émigrés irlandais, juifs, chinois, italiens vivent dans la misère. Les gangs tiennent le coin des rues. Raquettes, prostitution, la prohibition de l'alcool va transformer le monde du crime. In terms of the structure of American cities, every major intersection in every major city in the United States had 4 corners. And on 4 corners, there were 4 saloons. They were the public spaces of American society. And overnight, they disappeared. La prohibition, appelée de ses voeux par l'Amérique blanche et puritaine, fait basculer ce qui était la 7e industrie du pays entre les mains de la pègre. Les consommateurs ne sont qu'une bande de pigeons qui ne demandent qu'à se faire plumer. Une caisse de bon whisky en provenance de Glasgow nous coûte 25 $ environ. Vendue au verre, elle nous rapporte 1 000 $. The markup on a case of Scotch whisky imported illegally into the country was about the same as the markup on cocaine today. So that gives you a sense of just how profitable importing and distributing alcohol could be. This required organized crime to
develop distribution networks, to develop all of the elements of a supply chain. And that meant cooperation. Quand on parle de la prohibition, on parle de millions de caisses d'alcool toutes les semaines, à délivrer sur des territoires qui sont très vastes. Donc ça nécessite un véritable processus d'industrialisation de la production, de la comptabilité, de la banque, etc. Parce que les mafieux en général sont très attentifs à leurs gains, à leurs coûts, etc. Donc il y a des personnes qui s'occupent de ça. Le jeune Luciano, étoile montante de la pègre, comprend que la mafia, pour s'imposer, va devoir tout apprendre sur les mécanismes de la finance. Luciano se met en affaire avec un ami d'enfance, issu comme lui des quartiers de misère de Manhattan, Meyer Lansky. Lansky fascine Luciano pour son don hors du commun à manier les chiffres, à ne rien écrire, à ne laisser aucune trace. Meyer lisait toujours des choses sur l'économie. Un jour, il me montre un bouquin de la bibliothèque. Il est tout excité. « Charlie, l'auteur parle d'un truc qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Si tu as de grosses quantités d'une chose que les gens veulent mais peuvent pas obtenir, tu peux satisfaire la demande et ramasser le pognon à l'appel. » Ce principe économique, nous l'avons rebaptisé la loi Lansky. What's remarkable about the partnership between Luciano and Lansky is just how strategic they were. Luciano said of Lansky that he could see around corners. He could anticipate what was coming and make the moves necessary to exploit the resulting opportunity. Une des premières idées de Meyer Lansky est d'installer des machines à sous dans les speakeasies pour les Américains blancs aisés et de monter une loterie clandestine de rue pour les Noirs et les pauvres qui rêvent de décrocher la timbale. 500, wait. 500. 309. 309. 788. 788. 591. 591. 25 cents. La loterie nous rapportait tellement de fric qu'il fallait constamment se réunir pour décider de ce qu'on allait faire du pognon. C'est à ce moment que j'ai vraiment commencé à respecter les banquiers et à les envier. Ils pouvaient investir l'argent de leurs clients et se faire de sacrés bénéfices. Dans ces années folles, l'argent et l'alcool enivrent l'Amérique. Hausse des salaires, consommation de masse, croissance infinie. Chauffeurs de taxi, vendeuses, patrons, tout le monde joue en bourse et les banques prêtent à tour de bras pour alimenter la machine. Les années 20, c'est surtout une période de spéculation financière. Tous les moyens sont bons pour gagner beaucoup d'argent. Il y a une caractéristique typique des périodes d'euphorie financière, sont des périodes où les escrocs économiques sont de plus en plus présents. Et les années 20, c'est un foisonnement d'escroqueries sur le plan économique. Et ça, c'est toujours un signe dans l'histoire qu'on est dans une période d'euphorie financière. En octobre 1929, les marchés dévissent. En une matinée, le cours de millions d'actions s'effondre. La peur s'abat sur l'Amérique. Banquiers, puissants hommes d'affaires doivent rendre des comptes devant la nation. On a pris conscience que, des gens qui apparaissaient bien sous tout rapport, voire même très estimables, puisque c'était de riches banquiers ou de riches financiers très établis, pouvaient être eux aussi facteurs de troubles très importants pour l'équilibre du système capitaliste lui-même. Et donc, on a commencé à prendre conscience qu'il pouvait exister des criminels en col blanc. Alors, on leur a donné différents types de noms. On a utilisé le terme de banksters pour justement jouer sur les mots avec gangsters, c'est-à-dire des banquiers qui ont des pratiques qui mettent en péril tout le système financier. La mafia italo-américaine, elle, ne connaît pas la crise. En pleine prohibition, elle doit faire face à ces excès de liquidité. La pègre n'a pas encore intégré le système bancaire, mais elle se lance dans le financement de l'économie. De nombreuses sociétés au bord de la ruine, entreprises de confection, d'emballage de viande, de produits laitiers, de transport routier et d'autres secteurs clés de la vie économique passent sous le contrôle du milieu.
Donc cet argent, il circule, il est largement réinvesti dans le système de la prohibition. Et puis, il va aussi largement financer ce qu'on peut appeler une consommation ostentatoire, hein, puisque le mode de vie des gangsters, c'est d'afficher cette richesse. Et certains disent que le mot blanchiment viendrait d'Al Capone lui-même, qui avait un réseau de blanchisserie. Il avait investi la sphère légale et l'argent sale était investi dans cette activité-là. En 1931, coup de tonnerre. Ce n'est pas un banquier qui se retrouve devant la justice pour malversation, mais le prince de la prohibition à Chicago, Al Capone. Après des années d'efforts infructueux, la justice américaine comprend que pour épingler Capone, il faut le poursuivre pour son train de vie et non pour ses crimes. Le gangster roule carrosse alors qu'il ne peut justifier d'aucune source légitime pour ses revenus. Al Capone tombe pour fraude fiscale. It became clear after that if you were in criminal business, you damn well better come up with a way to hide the money so the police couldn't get their hands on it. And so that the Internal Revenue Service wouldn't know that you had hidden money and that was something that was going to get you in jail. En 1933, Franklin Delano Roosevelt entre à la Maison-Blanche. Sa priorité, sortir le pays de la Grande Dépression. Il lance le New Deal pour venir en aide aux populations victimes de la crise. Il lance également une révolution bancaire connue sous le nom du Glass-Steagall Act. Et cette nouvelle loi bancaire, c'est un génie d'innovation dans la régulation publique. Il commence par dire qu'il faut qu'on sépare les banques commerciales des banques d'affaires. Les banques commerciales, c'est la banque que nous, on utilise. À côté de ça, il y a la banque d'affaires, c'est celle qui joue sur les marchés financiers nationaux ou internationaux. Roosevelt dit, maintenant on va séparer ça. Il y a les banques qui vont financer l'économie et il y a les banques qui vont jouer sur les marchés. Comme ça, si elles paniquent sur les marchés et si elles font n'importe quoi, au moins la partie de la banque qui finance l'économie, elle sera toujours là. Donc les banques sont découpées, les banques sont régulées et en même temps les banques sont très rentables. Et donc elles vont accepter ce principe de la régulation financière lié à la loi bancaire de Roosevelt et ça va donner 40 ans de stabilité bancaire et financière. La politique de Roosevelt signe les débuts de l'État-providence et redistributeur. Mais rapidement, le Trésor américain découvre qu'une large partie de l'argent des grandes fortunes soumises à l'impôt a disparu. Un autre monde s'est bâti dans le secret. Le rapport que demande Morgenthau, le secrétaire au Trésor de Roosevelt, est vraiment passionnant. Il nous montre que l'utilisation des paradis fiscaux pour échapper aux impôts, c'est déjà une industrie de construction de l'opacité qui permet de mettre des écrans entre les revenus que je touche et les revenus que je vais déclarer et qui vont être taxés. Et ça, c'est organisé de manière industrielle dès les années 20, dès les années 30, pour essayer d'échapper le plus possible à ceux qui pourraient être tentés de contrôler d'où vient l'argent et qui profitent des placements de l'argent. En ces débuts du XXe siècle, les paradis fiscaux fleurissent sur le sol américain, États-Unis, Canada, mais aussi Panama. Ces places financières, sûres et discrètes, facilitent les mouvements de fonds des grandes fortunes et attirent les capitaux, même les plus sales. En Europe, de l'autre côté de l'Atlantique, un pays a déjà une longue tradition d'opacité financière, la Suisse. Refuge pour les biens des aristocrates français lors de la Révolution de 1789, bientôt suivie par les grandes familles bourgeoises du XIXe siècle, la Suisse inscrit le secret bancaire dans sa loi en 1934. Donc la loi bancaire suisse de 1934, dans le fameux article 47, dit « Tout employé de banque suisse qui donne des informations au gouvernement suisse ou à un gouvernement étranger sur les comptes d'un de nos clients est passible de prison. C'est un crime pénal. »
C'est ce qui va faire que pendant des années, aucun journaliste suisse ne va enquêter là-dessus. Parce que si vous êtes en Suisse et que vous enquêtez et que vous divulguez la moindre information, vous finissez en prison. So, yes, Switzerland is a place essential for anybody who wants to keep anything secret. Governments, criminals, business people, rich families. Switzerland is the place. Il faut attendre quelques années encore pour que les mafias comprennent tout l'intérêt de placer leur argent au cœur du système bancaire international. Pour l'heure, la mafia new-yorkaise a d'autres soucis. En 1933, la prohibition est abolie. Privée de sa principale source de revenus, la mafia se réorganise. Lucky Luciano, qui a fait assassiner la vieille garde, prend la tête de la mafia new-yorkaise et propose un pacte managérial aux grandes familles mafieuses de l'Est américain. C'est la naissance de la Commission, l'ancêtre de Cosa Nostra aux États-Unis. Cette commission est la contribution de Luciano à l'histoire du crime organisé. Mais si le gangster fait la une de la presse, c'est pour un autre motif. En 1936, Luciano tombe pour proxénétisme et écope de 40 années de prison. Fin de chapitre. À la même époque, à l'autre bout du monde, un orphelin né dans le ruisseau est en train de révolutionner le monde du crime en intégrant business mafieux, infiltration politique et nouveautés, entrepreneuriat bancaire. Cet homme s'appelle Du Yusheng et sa carrière criminelle épouse les convulsions historiques de la perle de l'Orient. Shanghai. Dans les années 1920, Shanghai est le temple d'un capitalisme colonial où la vie ne vaut rien. Principal port de Chine et bientôt d'Asie, Shanghai est rongé par deux vices, l'opium et l'argent. Dans ses récits inoubliables sur la Chine, le journaliste Albert Londres raconte. À Shanghai, tout alphabet y est inconnu. La langue de ce pays n'est pas une langue de lettres. C'est une langue de chiffres. Pour devenir millionnaire, inutile de savoir lire, savoir compter suffit. Shanghai est un veau d'or à 10 peu. Sur le Bund, la plus grande avenue de la ville, les banques se dressent les unes contre les autres. L'emblème de cette promenade est la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, la banque HSBC, créée par les Britanniques au XIXe siècle lors des guerres de l'opium. Au milieu de cette ébullition, la mafia chinoise, organisée sous forme de triade, gère l'économie du vice. Un des hauts lieux de Shanghai, le Grand Monde, est le précurseur de ce que les mafieux américains feront bientôt à Las Vegas. Un immeuble avec tout sur place, salle de spectacle, restaurant. Aux étages supérieurs, salle de jeu, bar de nuit. Et tout en haut, hôtel, prostitution, héroïne et opium. C'est là qu'entre en scène Du Yusheng. À 20 ans, il intègre la puissante triade de la Bande Verte, installée au cœur de la concession française. En 5 ans à peine, Du Yusheng, qui ne sait ni lire ni écrire, prend la tête de la Bande Verte, règne sur des milliers d'hommes de main, de mouchards, de prostituées, de recouvreurs de dettes, et va tirer parti des bouleversements politiques en Chine. Au milieu des années 20, le Parti communiste chinois créé au sein de la concession française inquiète. La police coloniale demande à la Bande Verte d'étouffer les turbulences politiques. En échange, les fumeries d'opium sont tolérées. Un pacte est scellé entre les autorités françaises et Du Yusheng. En avril 1927, lorsque des mouvements de grève éclatent, Du Yusheng fait massacrer les insurgés par les hommes de la Bande Verte. En récompense de cet engagement,
les Français nomment Du Yusheng au conseil municipal. En 1931, Du Yusheng inaugure le temple des ancêtres dans son village natal. Le temple abritera bientôt la plus grande raffinerie de morphine du pays. Revendeur exclusif d'opium pour toute la Chine, Du Yusheng est également le président de la Ligue anti-opium. Génie de la duplicité, à la tête d'une des plus importantes organisations mafieuses de Chine, Du Yusheng fait la jonction entre mafia et banque, en arrosant toute la classe politique. Il est nommé directeur de la bourse de Shanghai, directeur de la Bank of China, de la Banque centrale de Chine. Le parrain savoure sa prospérité. Passionné d'opéra chinois, il se pose en mécène et ouvre ses propres studios de cinéma. Mais hors champ, un autre récit s'écrit. L'invasion japonaise de la Chine en 1931 annonce la guerre. À Shanghai, en 1937, les concessions étrangères sont durement frappées par les bombardements. Pour protéger ses affaires, Du Yusheng décide de quitter la Chine. Il s'installe sous pavillon britannique à Hong Kong. Cher Xu, je vous écris après mon arrivée à Hong Kong. Depuis la crise, le prix de l'or a augmenté très rapidement, tel un cheval en fuite. Depuis que le gouvernement a annoncé certaines mesures, la situation semble s'être calmée. Mais notre gouvernement sacrifie la poule pour avoir les œufs. L'avenir reste imprévisible. Je vous prie de soutenir mes affaires à Shanghai. Ma santé va mieux. Je compte rentrer au début du mois prochain. Frère Do. À la fin de la guerre, les concessions étrangères sont rendues à la Chine. Et puis, en 1949, les communistes prennent le pouvoir à Pékin. C'est la fin d'un monde. Les chefs des triades plient bagages pour Hong Kong, Macao et Taïwan. Lorsque Du Yusheng s'éteint en 1951 à Hong Kong, rongé par l'opium, Shanghai est déjà entrée dans une léthargie profonde dont elle ne sortira que 40 ans plus tard. Après la guerre, le camp des vainqueurs, États-Unis en tête, entend bâtir une nouvelle architecture de sécurité internationale, garante de la paix et de la reconstruction. Et un événement vient de refondre la finance internationale, la conférence de Bretton Woods. At Bretton Woods, New Hampshire, delegates from 44 allied and associate countries arrived for the opening of the United Nations Monetary and Financial Conference. Bretton Woods, c'est le prolongement au niveau international de ce que Roosevelt a initié au niveau national, c'est-à-dire la mise en place d'une économie, d'une finance surtout contrôlée, régulée de manière publique et de manière coordonnée par l'ensemble des États. Les banques centrales vont intervenir pour que les monnaies entre elles ne fluctuent pas, ne varient pas, qu'on ait une stabilité du système monétaire international et que les capitaux ne puissent pas circuler facilement d'un pays en l'autre. À Bretton Woods, le dollar s'impose comme la monnaie de référence mondiale, la seule convertible en or auprès de la réserve fédérale américaine. Un mur se dresse, en apparence inexpugnable, contre tout ce que la planète compte d'amateurs de finances occultes. Ce mur, des opérateurs criminels vont aussitôt en chercher les failles. Les gouvernements, sans le savoir, contribuent largement à l'accumulation de fortunes criminelles par le biais de lois apparemment promulguées pour protéger leurs économies ou leurs citoyens. La plupart des familles respectées, les Rothschild, les Rockefeller, peuvent attribuer l'origine de leur fortune à des profits illégaux et à l'évasion fiscale. Mais les gouvernements ne semblent pas disposés à frapper au cœur du système. Ils ne sont pas aussi bons pour trouver l'argent sale qu'ils le sont pour aider à le créer. Le capitalisme est le sein de la vache féconde
d'où s'écoule le lait pour tous. L'auteur de ces lignes est un avocat fiscaliste italien. Michele Sindona fut l'un des financiers les plus riches du monde. Banquier de la mafia et du Vatican, grand admirateur de Machiavel, Sindona a voué sa vie à l'argent et à la haine du communisme. Il est un acteur emblématique de l'époque de la guerre froide. Sindona was a guy who was incredibly slick. One of these people who would charm you to the point where you'd give them everything in your wallet and you would still be trying to figure out how to get more to give him. This was a man who had that incredible charisma that enables him to convince serious people he's a serious person. So it's not surprising that this is a man who could jump into all sorts of situations, and although on paper there's not much to him, he had the capacity to just suck people in like crazy. L'aventure de Michele Sindona commence en Sicile, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire est connue. Au lendemain du débarquement sur l'île, les troupes alliées confient des postes importants aux familles mafieuses écrasées par 2 décennies de fascisme. Objectif : endiguer l'influence communiste et assurer la distribution alimentaire. Issu d'une famille pauvre de Sicile, le jeune Michele Sindona achète un camion et transporte des vivres clandestinement. Ce genre de business, on ne peut pas le faire en Sicile dans les années 40 si on n'a pas l'autorisation de la mafia. Donc dans les années 40, il est lié avec la petite mafia locale, il est déjà dans un entre-deux-mondes. Dans le même temps, la Sicile voit débarquer des dizaines de mafieux italo-américains forcés à l'exil. Parmi eux, Lucky Luciano. Il a bénéficié d'une remise de peine en échange de son départ du sol américain. Triste retour aux origines. En 1946, le marché noir, tout le monde y trempait. C'était une question de vie ou de mort. En presque 6 mois, j'ai doublé mon capital. J'étais comme un vrai banquier de Wall Street. Mais bon, j'attendais que Lansky me fasse signe. Rien de plus. Pendant que le parrain déchu joue au banquet de Wall Street depuis son village natal, Michele Sindona s'active à tracer de nouvelles routes pour le crime organisé. Au début des années 50, fraîchement diplômé en droit, il s'installe à Milan, capitale économique d'un pays en pleine reconstruction, et commence une brillante carrière d'avocat. Milano del dopoguerra è diventata una grande città industriale, è stata la testa dell'industrializzazione dell'Italia. Milano era anche città molto aperta, perché venivano sia gli operai per andare nelle grandi fabbriche, sia molti professionisti dal sud che cercavano di trovare qui a Milano una carriera, commercialisti, avvocati, notai. E Sindona entra dentro questo clima, dentro questa situazione. A Milano apre prima un piccolo studio di fiscalista, poi diventa il punto di riferimento per i ricchi milanesi che hanno voglia di non pagare troppe tasse. Come riesce a fare questo gioco Sindona? Grazie a delle intuizioni che oggi ci sembrano normali, ma che allora erano una vera e propria innovazione, e cioè utilizzare le banche estere, banche in Svizzera, conti segreti, portare soldi accumulati in Italia in Svizzera e poi costruire dei sistemi finanziari imprendibili con centrali che sono in Liechtenstein, insomma in paesi dove il controllo del fisco italiano non può arrivare. La plupart des entreprises italiennes ont au moins 5 livres de compte. L'un pour le fisc, l'un pour les banques, l'un pour les actionnaires minoritaires, l'un pour le conseil d'administration et le dernier qui, lui, contient la vérité. À 30 ans, Sindona crée au Liechtenstein la Fasco AG. Cette holding est sa boîte noire, l'entité juridique qui permet aux fiscalistes italiens
de mener ses opérations à l'abri de tous les regards. Sindona s'amuse et excelle dans l'innovation financière. Il fabrique le prêt adossé, back to back. Un prêt contracté auprès d'une banque suisse ou au Liechtenstein et secrètement adossé à de l'argent sale, un coupe-circuit redoutable. L'identité des titulaires des comptes est ignorée des employés, mais pas des dirigeants des banques. Les titulaires astucieux utilisent alors plusieurs sociétés écrans. Ils ont recours à des sociétés d'actions aux porteurs, mises en place par des comptables ou des juristes, qui ont reçu leurs instructions de compagnies fiduciaires fantômes, mieux protégées par le secret bancaire que les banques elles-mêmes. En ces débuts de guerre froide, l'Italie est la ligne de faille géopolitique entre les deux blocs, américains et soviétiques. Le théâtre d'un conflit d'autant plus féroce que le Parti communiste italien, aligné sur Moscou, est aux portes du pouvoir. Fort de son anticommunisme viscéral, Michele Sindona intègre les milieux maçonniques où se croise tout ce que l'Italie compte de cercles de pouvoir occultes. La massoneria è questo, è un salotto dove tu ti trovi e trovi insieme il banchiere, l'uomo dei servizi segreti, il politico, l'imprenditore, ma ci sono anche le organizzazioni criminali. In quel momento soprattutto Cosa Nostra. Era un meccanismo quasi di attrazione reciproca tra i pezzi del potere. La mafia era un pezzo del potere. Ma era la stessa cosa che c'era nei paesi. Nei paesi la piazza centrale la domenica mattina lei vedeva insieme il sindaco, il parlamentare, il farmacista, il maresciallo dei carabinieri et le mafioso. Au début des années 50, Michele Sindona sent déjà que l'Italie est trop petite pour lui. Afin d'étoffer son carnet d'adresses, il effectue un voyage à New York. Sindona, ce qu'il fait au début des années 50 aux États-Unis, c'est construire son réseau avec les hommes politiques de droite aux États-Unis, et puis ses réseaux avec les banquiers. Il découvre que si on veut être un grand financier international, et il veut devenir un grand financier, un grand banquier international, il faut se rapprocher du dollar. Lors de son séjour à New York, Sindona a un autre rendez-vous. Il rencontre, à la veille d'un gigantesque bouleversement, des membres de la famille Gambino, une des branches de Cosa Nostra aux États-Unis. La mafia de la côte Est s'apprête à mettre en place un vaste réseau de trafic d'héroïne, avec comme plaque tournante une île paradisiaque des Caraïbes, Cuba. En 1952, l'homme fort de la Havane s'appelle Fulgencio Batista. Régime brutal, police secrète impitoyable. À Cuba, arbitraire et corruption règnent en maître. Batista a une histoire. À l'époque de la Prohibition, Cuba était une place importante dans le trafic d'alcool avec la Floride. Fulgencio Batista avait alors noué une amitié avec un homme désormais familier, Meyer Lansky en personne. Une fois au pouvoir, Batista offre à Lansky un poste de conseiller du gouvernement pour le développement de l'île. À Cuba, la mafia développe à l'échelle d'un pays le modèle qu'elle avait mis en place dans les années 30 à New York. Lansky became the chief architect of an effort to use the instruments of the state to develop a new political economy in Cuba based around tourism, gambling, nightlife, the development of drug trafficking, prostitution, and all of the adjacent vice markets that go with that. Havana was something unique in the history of organized crime. I mean, they had a state. Honest gambling, I mean, good tables, beautiful environment, glorious hotels, wide open bordellos. They had built an empire. They had built, an adult Disneyland, a fantasy world for consenting adults.
Lansky was at the center of this, and he was personally significantly invested in the country. And the centerpiece of this whole approach was a new development bank set up by Cuba called Bandes, the National Bank for Development, which was used for debt financing of infrastructure projects, roads, airports, hotels, casinos, all of the infrastructure needed for this tourism economy. La Bandes lie les intérêts de la pègre au développement économique et social de Cuba. 28 nouveaux hôtels sont inaugurés en 5 ans. 5 casinos ouverts par la mafia. Le Capri, le Hilton, le Deauville, le Comodoro, le Riviera. Le Riviera appartient à Meyer Lansky. Il a coûté 14 millions de dollars, dont 6 millions payés par les Cubains eux-mêmes. They were so invested emotionally, financially, strategically in this model that the mob became blind to the weakness of the foundations of the model, in particular the social foundations of the model. À la fin des années 50, une partie croissante de la population, exclue du partage des richesses, soutient de jeunes guérilleros combattant au cœur des montagnes. Fidel Castro, Ernesto Guevara et leurs frères et sœurs d'armes avancent jour après jour vers la capitale. Les familles mafieuses de New York, à la tête d'un trafic d'héroïne entre Cuba, l'Europe et les États-Unis, considèrent alors que certaines alliances doivent être repensées. En octobre 1957, à l'hôtel des Palmes de Palerme, parrains siciliens et américains tiennent une réunion au sommet qui constitue un tournant dans l'existence de la mafia. Au centre des discussions, la réorganisation des routes d'acheminement de l'héroïne et l'instauration de Palerme comme nouvelle plaque tournante du trafic. Cosa Nostra americana suggerisce alla mafia siciliana di seguire il proprio esempio su 2 cose. Uno è quello di creare delle giurisdizioni, di dividere il territorio in base a delle competenze e a delle attribuzioni di potere. L'altra indicazione è di entrare nel traffico degli stupefacenti. Lors de cette réunion, la mafia décide de recourir à un financier afin de gérer les placements du trafic d'héroïne en plein développement. Et un homme connaît parfaitement les rouages de la finance occulte, des sociétés écrans et autres outils de dissimulation d'argent. Michele Sindona devient le banquier de Cosa Nostra. Donc à partir de 1957, c'est lui qui est en charge de gérer, pas de blanchir. Il y a déjà des gens qui peuvent blanchir l'argent, mais cet argent, le blanchir, c'est lui donner un aspect légal. Mais il faut qu'il soit placé, c'est-à-dire il faut qu'il rapporte. Et donc on demande à Sindona, à partir de 1957, de gérer l'argent de la mafia. Pour la mafia, Sindona est la clé pour accéder au système bancaire international. Pour le fiscaliste, opérer pour la mafia, c'est avoir la main sur des liquidités colossales. Sindona est désormais au centre d'une nébuleuse où circule l'argent des grandes fortunes milanaises, l'argent de la mafia et bientôt l'argent du Vatican. Au début des années 60, Michele Sindona cultive des liens d'amitié étroits avec l'archevêque de Milan, le cardinal Montini. En 1963, Montini est élu pape sous le nom de Paul VI. Sindona accède au sein des saints, l'Istituto per le Opere di Religione, l'IOR, la Banque du Vatican, en charge de l'extraordinaire patrimoine financier et immobilier du Saint-Siège. La Banca del Vaticano è una banca offshore che sta nel centro di Roma. Grazie al rapporto che Sindona riesce ad instaurare con il Vaticano, potrà usare lo IOR come una delle sue scatole di manovra in giro per il mondo e moltiplicare i soldi, attirare molti soldi. En 1964, Sindona entre en affaire avec un banquier qui revient de Londres, avec une nouvelle sensationnelle qui tient en un mot, euro-dollar.
Depuis la fin de la guerre, la City de Londres n'est plus ce qu'elle était. La livre sterling ne pèse plus rien face au dollar, et la régulation est si stricte que les banquiers ne peuvent plus jouer des fortunes qui passent entre leurs mains. Depuis les accords de Bretton Woods, le banquier britannique s'ennuie. The life of the typical London banker was to come into work at about 10:30, 11 in the morning, check some papers on his desk, and then prepare to meet the lunch guests. And then you would go to the private dining room, have a long lunch with multiple wines, and everybody was home, probably napping by about 3:30 or 4 in the afternoon. And it was a pretty leisurely and somewhat boring life, but not totally. Mais l'ennui n'empêche pas de conspirer. Certains banquiers londoniens vont s'employer à fissurer le bel édifice de Bretton Woods en créant le marché des eurodollars. Les investisseurs étrangers sont désormais autorisés à déposer et à emprunter des dollars auprès des banques britanniques. Ce nouvel espace bancaire crée un no man's land financier. Les opérateurs effectuent des mouvements d'argent qui échappent à tout contrôle. Les régulateurs américains n'y peuvent rien, car les dollars sont en dehors de leur territoire. Et la Banque d'Angleterre pas davantage, puisque les transactions se font en dollars, une monnaie qui n'est pas la sienne. The Eurodollar market was a highly secretive market, which allowed people to hide their identity, to hide the source of the monies, to hide the way in which the money has been transferred from one jurisdiction to another, and to hide the way in which the money is used. So you've created essentially a criminogenic environment in which it is possible for criminals to merge their funds with perfectly clean money. And inevitably that is what happened, because it was the criminals of this world who were amongst the first users of the offshore Eurodollar market. L'essor vertigineux des dépôts en eurodollars est à l'origine du retour en scène de l'Empire britannique. Cet empire n'est plus colonial, mais financier. Et le cœur n'est plus Buckingham Palace, mais la City de Londres. C'est dans toutes les anciennes dépendances de la couronne, îles de la Manche, îles caribéennes, que cet empire va essaimer jusqu'à prendre le contrôle de la moitié de la finance offshore du monde. Les banques américaines vont venir s'installer à partir de la deuxième moitié des années 60, très largement à la City de Londres, en disant à leurs clients, écoutez, si vous voulez vraiment toucher un intérêt, on va passer par Londres. Et la Société Générale, et des banques hollandaises, et des banques belges, etc. Tout le monde va venir s'installer à Londres. On est vraiment du côté des banquiers, là, dans la mise en œuvre d'une stratégie organisée, consciente, de contournement de la régulation bancaire et financière dans leur propre pays. C'est ainsi que Michele Sindona propose au pape d'investir discrètement l'argent du Vatican en eurodollars à travers des sociétés écrans. Le pape donne sa bénédiction et octroie à Sindona le titre de Mercator Senesis Romanem Curiam Sequens, autrement dit, banquier du Vatican. Le serviteur de l'enfer devient le banquier de Dieu. D'un paradis fiscal à l'autre. Au milieu des années 60, un nouveau territoire s'affiche comme l'un des fleurons de l'empire financier britannique, l'archipel des Bahamas. Fief de la piraterie au XVIIIe siècle et place offshore lors de la Prohibition, les Bahamas ont une longue histoire avec l'illégalité. C'est là qu'on retrouve l'insubmersible financier de la mafia américaine, Meyer Lansky. Si le mafieux s'est installé sur l'archipel, c'est qu'il y a été contraint. Avec la révolution cubaine et la fermeture des casinos, Lansky a perdu jusqu'à sa chemise. Et coup dur, il a également perdu son vieux complice, Lucky Luciano, victime d'un arrêt cardiaque. In the 1960s, it occurred to Lansky and other members of the mob that there might be an opportunity to develop a new center of gambling
and offshore financial movements. Nassau, la capitale de cette colonie britannique, est tenue par des pirates d'un nouveau genre, les Bay Street Boys. À sa tête, Stafford Sands, ministre des Finances et père du tourisme bahaméen. The rulers of the Bahamas at the time were a clique of established white interests known as the Bay Street Boys, in which Stafford Sands featured very prominently. One of the islands that was particularly undeveloped was a scrubby, low-lying island in the north called Grand Bahama. And this became the object of a new project led by Lansky in cooperation with Stafford Sands and others in the Bay Street Boys to literally develop a new casino complex. At the time, gambling was not allowed in the Bahamas, but by the time the hotel was built, the mob had worked with the Bay Street Boys to get the law changed. They'd literally corrupted them through side payments, retainers, legal retainers, and other forms of bribery. Un casino est ouvert au Lucayan Beach Hotel, un gigantesque établissement tenu officiellement par Stafford Sands et officieusement par d'autres gestionnaires, parmi lesquels Meyer Lansky. A key development around this time was the emergence of the Eurodollar market. So this opened up important new opportunities for the mob to move money from the United States through the Bahamas into Europe, which was key in thinking about a transatlantic pipeline for drugs and other activities. And Lansky had a specific need to launder money that was coming out of the casinos and transfer it offshore. And so these banking institutions that were set up in the Bahamas were all ideal for that. This is a precursor to the real takeoff of haven banking in the Bahamas. The early days here are dominated by doing money laundering for organized crime and doing casinos and the kind of activities that, that organized crime is familiar with. En 1965, après l'arrestation d'un mafieux en Floride, la police américaine flaire la piste des Bahamas et tente de récupérer des informations sur les flux financiers dans l'archipel. La réponse bahaméenne est immédiate. Stafford Sands et les Bay Street Boys promulguent des lois protégeant le secret bancaire. Londres, puissance tutélaire, laisse faire. Un film institutionnel d'époque présente les douceurs de la fiscalité à la sauce bahaméenne. Until at least 1990, there's a contractual guarantee that no personal or corporate income tax, capital gains... Aucun impôt sur les capitaux, sur le foncier, sur le patrimoine personnel. Et jusqu'en 2054, aucun prélèvement, aucune taxe douanière pour les entreprises enregistrées sur le port franc. One fascinating thing about the Bahamas is that the mob seems to have learned its lesson from Cuba. They recognized that they might not always enjoy the support of the Bay Street Boys, especially as the process of decolonization and the push for greater racial equality led to increasing electoral power for the black opposition. Panam, that's the way to go. 500 miles an hour or even more. First the Nina and the Pinta and the Santa Maria took a devil of a time to reach down here in the Caribbean. En 1967, Lyndon Pindling, un natif noir des Bahamas, devient l'homme fort du pays. Par chance, Pindling est tout aussi corrompu que son prédécesseur. We want to take a closer look at the casino operation in general. At the very outset, we did not like the fixed fee that the casinos paid. We would like to look at it now from the inside and see whether it would not be more advantageous to the country to negotiate a percentage. That model is now at the heart of how tax evasion and global finance works around the world. It doesn't necessarily today involve criminal actors in every instance, but the mob was there at the beginning, helping
bring it into the world through this experience in the Bahamas. Meyer Lansky a réussi son pari. Il a su instaurer un système qui allait lui survivre. Dans la décennie suivante, ce seront les cartels colombiens qui feront affaire avec Pindling. Les Bahamas vont devenir une place centrale pour la distribution de la cocaïne vers la Floride et les États-Unis, avec un système de casinos, de banques et une immunité totale. Souvenir de cette époque glorieuse, le billet de $10 à l'effigie de Stafford Sands et celui de $1 pour Pindling. Au tournant des années 1970, le nouveau président américain, Richard Nixon, décide la fin de la convertibilité du dollar en or et met ainsi un terme aux accords de Bretton Woods. Les valeurs des monnaies sont maintenant laissées au libre jeu du marché. Les contrôles qui régulaient la circulation des capitaux internationaux sont abandonnés. Une nouvelle étape de la libéralisation financière s'ouvre. C'est dans ce contexte que Michele Sindona prépare son coup de maître, le rachat d'une banque américaine. Il jette son dévolu sur la Franklin National Bank, la 20e banque du pays. Disposant de filiales aux Bahamas et dans plusieurs paradis fiscaux, la Franklin Bank offre à Sindona la possibilité de déplacer tous les capitaux qu'il gère en Italie pour Cosa Nostra et le Vatican. Sindona ne délaisse pas pour autant l'arène politique italienne. La stratégie de la tension, élaborée par des mouvements néofascistes, suscite le chaos dans le pays et des face-à-face sanglants avec l'extrême gauche. Attentats, assassinats de personnalités publiques affaiblissent un État à la dérive. Diciamo terrorismo di destra o di sinistra e questo è un paese di morti, sempre di morti. Sympathisant du courant le plus droitier de démocratie chrétienne, Michele Sindona soutient ouvertement Giulio Andreotti, l'homme politique le plus puissant d'Italie, le plus suspect d'accointances mafieuses. Andreotti è un uomo politico legato a Cosa Nostra, è l'uomo politico più potente d'Italia legato a Cosa Nostra. C'è stato un periodo in cui i giornalisti, per parlare di Andreotti, dicevano quello con la prima lettera dell'alfabeto. Dans ces années de plomb, Sindona est convaincu que l'Italie peut et doit basculer, à droite toute. Il s'enrôle dans une loge maçonnique d'inspiration fasciste, infiltrée dans les plus hautes sphères dirigeantes italiennes et au Vatican, la Propaganda Due, la loge P2. Avec l'appui politique et financier de Sindona, la P2 multiplie les tentatives de coup d'État, rêve d'instaurer un pouvoir fort et de débarrasser l'Italie des communistes. Sindona dava di Machiavelli l'interpretazione peggiore. Il fine giustifica i mezzi. Veniva usata nel senso più deteriore da Sindona, e cioè per arrivare al mio risultato posso utilizzare i metodi anche più sporchi. Convaincu de son génie, persuadé de gagner la guerre contre le communisme, au sommet de la finance internationale et si proche de la lumière divine, Sindona va tout perdre. En 1974, suite à de très mauvaises opérations boursières, la banqueroute de la Franklin National Bank est prononcée. Les banques italiennes de Sindona s'effondrent dans la foulée. En 1979, Sindona est arrêté aux États-Unis pour son rôle dans la faillite de la Franklin. Il est visé par 68 chefs d'accusation de fraude. Sa faillite financière est un séisme pour le Vatican et la mafia. Tout le monde le lâche. En Italie, Giorgio Ambrosoli, le commissaire liquidateur de l'empire Sindona, découvre la boîte noire du système. Réseau financier occulte, adossé aux multiples sociétés offshore, holding au Liechtenstein, société de courtage. Tout est dévoilé. De sa prison américaine, Sindona tente de stopper l'enquête. Ambrosoli reçoit des menaces anonymes qu'il a le temps d'enregistrer. En juillet 1979, Giorgio Ambrosoli est assassiné.
Andreotti, quando gli è stato chiesto un giudizio su Ambrosoli, ha risposto: se l'è andata a cercare, quindi è colpa sua se è morto. E questo ha riassunto così il rapporto tra Ambrosoli, il potere e Sindona. En 1984, Sindona est extradé des États-Unis vers l'Italie. En 1986, il est condamné à la prison à perpétuité pour l'assassinat de Giorgio Ambrosoli. Mais 2 jours après sa condamnation, Sindona meurt dans sa cellule après avoir bu son café empoisonné au cyanure. Au début des années 80, une autre grande figure mafieuse a elle aussi passé l'arme à gauche. Les aventures de Meyer Lansky aux Bahamas auront été les dernières. Chassé d'Israël, qui lui a refusé la loi du retour, il finit sa vie en Floride, isolé, sans le sou. L'une des dernières photos connues de lui date de 1975. Il promène son chien à Miami. Le gamin du Lower East Side s'efface sur une dernière remarque. J'ai appris trop tard qu'il est beaucoup plus facile et plus rentable de voler de l'argent aux gens de manière légale que de manière illégale. La saga de Meyer Lansky et de Michele Sindona préfigure la décennie suivante. Dans les années 80, la dérégulation financière, l'ampleur inédite des volumes d'argent illicite qui vont être brassés, la facilité avec laquelle ces fonds vont circuler, vont dessiner le nouveau business model des organisations criminelles. Ancrés au cœur de ce système, les paradis fiscaux. Le temps des pionniers s'achève à Miami, et c'est à Miami que commence celui des banquiers.